Bienvenue dans ton trio économique avec Vincent Gelozo. Aujourd'hui, on parle d'espionnage. C'est quand même d'actualité quand on sait que Mark Carney va signer des ententes avec la Chine qui vont rentrer toutes sortes de véhicules électriques au Canada pour nous espionner. Non, on met la table. Mais juste avant... Pas d'exagération. Je l'ai vu en masse sur les réseaux sociaux, cet argument-là. Antoine Bernier, auteur des Leçons du passé, qui est rendu à faire son tome 3, qui va sortir le 25 janvier. Donc, si tu écoutes ce podcast-là, il est déjà sorti. C'est quand même cool. C'est le tome 3. Honnêtement, j'avais hâte parce que j'ai lu finalement les 2 tomes pendant le temps des fêtes. Et quand le tome 2 finit, j'ai fait « Fuck, le tome 3 n'est pas déjà sorti. » Je déteste lire des trilogies, honnêtement, pour ça. Et que s'il y a juste 2 livres qui sont disponibles sur le web, ou peu importe, tu ne veux pas commencer une trilogie. Il faut que les 3 soient sortis parce que tu vas avoir le goût de finir le 3e. Puis j'avais le goût de finir le 3e, il n'était pas sorti encore, mais là, heureusement, il sort. Je me l'ai commandé aujourd'hui. Antoine m'a envoyé un lien particulier. Puis je me l'ai commandé aujourd'hui. Donc, je suis quand même content. Puis j'ai hâte de le recevoir parce que là, je n'attendrai pas avant de le lire. Je vais le lire tout de suite. Il est vraiment bon, son livre. Fait que je vous le recommande fortement. Antoine Bernier, recherchez ça sur Amazon. Les 3 tomes, vous allez adorer. Ah, mais ce que tu viens de dire, c'est la chose la plus Yann Sénéchal que tu peux jamais dire. Toi, quand tu fais quelque chose, il faut que ça soit fini après. Il ne faut pas que ça fasse, tu sais, comme... Ça peut pas durer 6 ans. OK? Non. Faut que ça soit fait. Fait que, tu sais, ça fait tellement avec ton personnage que tu dis. C'est pas un personnage, je suis même pour de vrai. Je sais, mais personnage, je le disais pas comme si tu avais inventé quelqu'un. Je suis pas en train de parler comme si tu étais, voyons, tu t'inventais une personnalité. C'est plus dans le sens que je dis le personnage dans le sens, Yann, c'est tout un personnage. On s'amuse. Écoute, tu me parlais de l'espionnage industriel. Évidemment, tu n'as pas tant l'intention de parler de la Chine dans le sens que les recherches que tu sors pour ton podcast aujourd'hui parlent un peu plus de la Russie, par exemple. L'URSS, en fait. Le bloc communiste, plus simple. Exact. Pour être plus précis. Puis, je trouve que le sujet est vraiment intéressant parce que, tu sais, j'exagérais tantôt, mais pas tant que ça non plus. On l'entend en masse, l'argument que la Chine nous espionne, que la Chine nous rattrape l'Occident à cause de cet espionnage industriel-là. Moi, j'entends cet argument-là, puis j'ai toujours pas un malaise, mais c'est pas un argument que je trouve effrayant de mon côté, dans le sens que est-ce qu'ils peuvent réussir à rattraper l'Occident avec de l'espionnage? Définitivement, qu'ils peuvent effectuer un certain rattrapage, mais ils ne pourront jamais nous dépasser. Vraiment un beau mot-clé en passant, certain rattrapage. Parce que c'est évident. Tu peux définitivement rattraper quelqu'un grâce à l'espionnage, mais tu ne pourras jamais le dépasser parce que qu'est-ce qui permet au frontrunner d'être en avant du deuxième? C'est l'innovation. L'espionnage ne favorise pas l'innovation. L'espionnage favorise la copie, mais pas l'innovation. Oui, écoute, c'est parfait. Puis écoute, ton résumé est excellent. C'est vraiment un très bon Too Long Didn't Read qui devrait fonctionner pour les trolls sur Internet. Là. Fait que si vous n'êtes pas capable d'écouter plus que 4 minutes de podcast, c'est maintenant le temps de s'arrêter. OK? Puis vous allez avoir compris ce sur quoi on va élaborer. Mais ce qui peut être inquiétant quand même pour la plupart des gens, c'est OK, parfait, ils ne sont pas capables de nous dépasser, mais est-ce qu'ils peuvent nous rattraper à 99%, à 95%? Est-ce que s'ils nous rattrapent à 95%, ils sont dangereux pour nous? Fait que ça, c'est les nuances. Peut-être qu'on peut aller plus loin dans le podcast. Ouais, on va aller dans les nuances un petit peu, mais on va essayer surtout, un peu comme toujours, de ne pas faire, de la petite politique actuelle avec beaucoup d'extrapolation. C'est vraiment de dire, c'est quoi les first principles? Puis on va prendre un cas historique pour comme sortir les règles générales qui devraient comme faciliter l'analyse pour tout le monde. Puis après ça, les gens pourront dire à quel point ils pensent que ça peut rattraper, puis à quel point ça peut affecter qu'est-ce qu'il faut faire à l'égard de la Chine. Je vous donne mon prior à moi. La Chine, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'avoir bien de la croissance économique. Tant qu'elle a du socialisme, tant qu'elle a une économie assez planifiée quand même, et plus libre qu'elle était avant, mais elle va réussir elle-même à se marginaliser. Puis si elle devient capitaliste puis qu'elle fait les réformes, dans ce cas-là, elle ne sera plus une menace. Fait que
Parce que le point un peu que tu essaies de faire en termes un peu plus simples, c'est que oui, la Chine est la deuxième économie mondiale, mais c'est aussi parce qu'ils ont 5 fois plus de gens qu'aux États-Unis. Si on prend le PIB par habitant, ils ne sont pas deuxièmes. Oui, exactement. Puis non seulement ils ne sont pas deuxièmes, mais leur population, en fait, est à partir de 2000, en fait, d'ici 2070, la population chinoise sera beaucoup plus petite qu'elle ne l'est présentement. Fait que, tu sais, c'est pas. Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un géant au pied d'argile. Mais ce que je vais essayer de vous dire ici, c'est des trucs de guerre industrielle sur, en fait, de economic warfare, où est-ce que tu essaies de bloquer certaines nations d'avoir des technologies ou est-ce que vraiment c'est très efficace? La réponse que je vais vous dire, c'est plus ou moins. Puis l'efficacité de ces affaires-là dépend d'à quel point l'autre pays se tire lui-même dans le pied. Fait que si t'es un pays avec certaines institutions merdiques, disons, on va y aller, parce que l'exemple ici, ça va être le bloc soviétique. Si t'as du socialisme, ben l'efficacité des embargos va complémenter les effets pervers du socialisme. Puis c'est ça le point que je vais faire. Mais si t'as pas de socialiste, ces affaires-là n'ont pas d'effet. Pour vous donner une idée, là, la Chine, présentement, c'est entre 70 et 80e au monde, à peu près, en termes de PIB par habitant. Ils ne sont même pas dans le top 30. Là. C'est assez tranquille en termes de richesse par individu. Oui. Ben, écoute, on va commencer avec l'exemple, puis on va passer à travers les espèces de concepts, mais ça vient d'un chapitre de livre qui est sorti aux presses de l'université Cambridge, que j'ai écrit T'as avec... encore trouvé un livre à écrire un chapitre dedans, toi, là? Écoute, contrairement à beaucoup de gens, je pensais qu'une job de professeur, c'était justement de faire de la recherche puis de penser à des questions. Puis je me suis dit, tous les jours, il faudrait que j'écrive. C'était pas juste de cruiser les adjointes aux professeurs, être professeur dans une université, non? Écoute, je comprends que certaines personnes pensent que c'est la fonction de l'université. Moi, je pensais vraiment naïvement que c'était à propos d'enseigner puis de faire de la recherche. Fait que, hey, fouille-moi, j'ai une certaine naïveté. Mais c'est écrit avec mon ancien prof de doc, donc Al Brake, qui est mon co-auteur. Prof de doc, ça, c'est-tu quand tu étais à London School of Economics? Oui, c'était le premier superviseur que j'ai eu. Lui, c'est un Allemand qui travaille beaucoup sur l'Allemagne de l'Est. Et donc, tu peux t'imaginer qu'il y a une certaine familiarité avec tout ce qui est soviétique. Puis, on s'est fait demander, moi et lui, d'écrire un article sur la guerre économique. Donc, c'est dans un livre sur les guerres économiques. Donc, le economic warfare, les sanctions, des embargos, des blocus. Un petit peu plus intense que les tarifs. Là. On est dans quelque chose de plus intense. Hein. On va de tout d'aller jusqu'à des sanctions, comme par exemple contre la Russie, jusqu'à des embargos contre Cuba. C'était ça pourquoi moi j'avais été invité. C'est sur la partie sur Cuba qui est dans notre chapitre. Des accords multilatéraux pour bloquer des transferts de technologie et bien sûr des blocus, comme tu as eu la Grande-Bretagne qui a bloqué l'arrivée de nourriture étrangère en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, ou Napoléon qui essaye d'empêcher tout le monde d'aller exporter vers la Grande-Bretagne. Donc, tu sais, fondamentalement, toutes les formes de guerre économique, mais nous, on se concentrait sur tout ce qui était la période soviétique. Puis la raison, c'est que dans la période soviétique, tu as eu en fait un accord très connu qui s'appelait COCOM, qui était, j'oublie tout le temps pourquoi l'acronyme se tient, mais c'était un accord entre les pays occidentaux et certains membres qui étaient un peu plus périphériques, de ne pas exporter certaines choses vers des pays du bloc soviétique. La version moderne de ça pourrait être les chips, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle. Tu as vu exactement pourquoi je fais un lien entre notre recherche et les affaires sur la Chine. C'est que s'il y a des technologies qui ont ce qu'on appelle des dual use, okay, que tu peux t'en servir à des fins civiles, donc tu sais, des microchips peuvent être utilisés pour faire des téléphones intelligents, mais peuvent aussi être utilisés pour faire des missiles guidés, des ordinateurs militaires, des systèmes de targeting. Fait que, tu sais, des technologies qui peuvent être converties de civil à militaire, de militaire à civil. Et bien sûr, là-dedans, on peut inclure le très grand classique, les armes nucléaires. Si tu as des capacités de faire certaines technologies nucléaires, c'est pour ça que l'Iran, quand ils se font attaquer par Israël, ils disent tout le temps, on fait juste développer des centrales nucléaires. Ouais, ben,
You can do other stuff with this, sir. Yeah, pourquoi tu l'enrichis, ton uranium, mon Exactement. ami? Mais tu sais, ça serait un exemple de dual use. Et les accords étaient faits pour bloquer ça. Mais le point qu'on regarde, nous autres, c'est qu'on se dit, ben, est-ce que vraiment est-ce que ça a eu un effet sur les pays du bloc soviétique, cet accord-là? Puis, tu sais, juste pour mettre un peu de contexte, là, puis on va faire un peu d'histoire. Tu fais ton Pierre Desrochers, là, présentement. Ouais, mais j'y trouve cool. Il faut quand même se rappeler des fois des choses que pour toi, pour moi, on lit beaucoup. Mais tu sais, il y a des choses que, même quand elles sont évidentes pour certains, tu peux pas les apprécier avant de voir des images du passé. Puis pour d'autres, c'est des choses que tu connais juste tu sais, de manière périphérique ou même que tu connais pas. Fait que, tu sais, il faut se rappeler, 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS est très populaire dans les pays occidentaux. Pourquoi? Ben parce que c'est eux qui ont fait le gros de l'effort pour fesser les Allemands. Fait que tu as une certaine sympathie. On fournit pas mal de chair à canon, mettons. Ben, ouais, exactement. Fait que tu sais, t'as les bone fields de l'Europe de l'Est, là, puis les bone fields, c'est que tu pouvais te trouver à chaque année dans des récoltes des morceaux d'êtres humains qui ressortaient dans les années après la guerre, dans certains endroits où il y a eu des batailles, parce qu'il y a eu tellement de corps qui ont été laissés Ouais, derrière. c'est vrai, ça doit être assez impressionnant, pareil. Ah ouais, c'est des histoires un peu absolument tragiques là, de vie humaine perdue. Mais le résultat, c'est que tu as une réaction par certaines personnes initialement que wow, le péril communisme s'en vient. Et en plus, ben, ils s'étendent dans d'autres pays. Juste après, par exemple, l'effondrement de l'Allemagne nazie, la Chine devient communiste à toute fin pratique à la fin des années 40. Fait que là, c'est un des gros pays qui passe. L'Inde n'est pas un pays communiste, mais ils adoptent des principes du socialisme. Fait que t'es en Oui, 1900... parce que la Chine, dans ces années-là, t'as vraiment l'impression qu'ils sont envahis des deux bords, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Le Japon essaie de conquérir le terre d'un côté, les Russes, ben pas les Russes, mais les Soviétiques arrivent de l'autre bord. Tu sais, t'as vraiment pas l'impression que la Chine, c'est une puissance dans ces années-là. Ouais, mais tu sais, c'est quand même beaucoup de monde. Fait que tu sais, c'était ça Ouais, qui se exact. passait. Puis tu avais l'espèce d'idée qu'il y avait une menace partout qui se passait, qui était grandissante, montante. Puis bon, ça mène à des gens qui pensent que Hollywood au complet, c'est des communistes. Fait que ça, c'est l'image de en haut à droite qui est une des images. Ça a changé, hein? C'était ça. C'était la joke que je m'en allais faire. Là, c'est-à-dire que, ah, tiens, encore le même biais. Mais à l'époque, c'était exagéré. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, Dans t'avais le temps du peut-être. McCarthyisme, c'était exagéré, puis à cette heure. Non, t'avais quand même, tu sais, il faut se rappeler qu'à Hollywood, disons dans les années 40, 50, 60, t'avais probablement la moitié des gens qui étaient des conservatives. Un exemple très, très classique, Ronald Reagan. Fait que, tu sais, Hollywood a déjà été beaucoup plus even balance que la perception actuelle aujourd'hui. J'ai pas de stats sur aujourd'hui, mais dans le passé, j'ai vu quelques papiers qui montraient que si tu regardais les Ouais. guildes d'acteurs, c'était plus ou moins bien fait, mais tu avais quand Je pense même... que dans le temps, t'avais des vrais rouges, en fait, des vrais de vrais communistes. Aujourd'hui, t'as plus une genre de gauche caviar parce qu'ils sont devenus riches au fil du temps. Tu sais, Hollywood n'était pas si riche que ça dans les années 40-50. Mais Peut-être. ces acteurs-là sont devenus riches. Fait que c'est comme devenu une caricature plus que d'autres choses. Moi, le gauchiste d'Hollywood d'aujourd'hui, je le vois plus comme une caricature qu'un militant communiste que tu devais avoir dans les années 40-50 qui, lui, devait être craqué pas pire. Hein. Ouais, probablement. Mais tu sais, en gros, là, ça donne une idée de l'époque. Puis bien sûr, tu as le macartisme, parce qu'il y a des communistes partout aux États-Unis. Puis, Ouais, c'est un peu freak, ça. tu lèves une roche, puis il y a un communiste en dessous. Fait que tu sais, c'était l'espèce d'air de l'époque. Puis tu avais aussi l'idée que, à cause de cette popularité de l'intérieur, mais aussi que l'URSS était capable de surclasser l'Occident. Parce qu'ils avaient beaucoup de pouvoir coercitif ou même qu'ils étaient très bons innovateurs parce que l'URSS communiquait aussi des choses importantes qu'ils avaient faites. Ils ont réussi à Les développer mathématiques, par exemple, des choses comme ça. Là. en mathématiques, mais aussi en physique. Il faut se rappeler que quand même, je pense, 4 ans après les États-Unis ou 5 ans après les États-Unis, ils développent la bombe atomique. Programme spatial. Ils ont le programme spatial. Fait que, il y a quand même l'impression que l'URSS est capable de faire... Parce que nous autres, les Américains, on est les premiers à aller sur la Lune. Par contre, on n'est pas les premiers à se rendre dans l'espace puis à aller visiter. Là. C'est les Russes qui ont réussi. Bon, on n'est même pas les premiers à avoir mis un satellite en orbite ou même à avoir mis un être humain en orbite. D'ailleurs, ça a donné ma joke préférée, c'est qui le Russe le moins chanceux de la Terre.
Yuri Gagarin. Il a fait 17 fois le tour de la Terre, mais il est quand même retombé en URSS. Il n'a pas été capable de se sauver. Il n'a pas été capable de se sauver. J'avoue, hein, le gars, il avait le choix des cadeaux, il retournait à son trou de marde. Ah ouais, mais ça, c'est une joke de l'humoriste français Coluche, là, que je trouve absolument excellent. C'est qui le russe le plus malchanceux? Yuri Gagarin. Il y avait aussi une excellente joke où est-ce qu'il disait... celle-là, je l'aime bien. Pourquoi est-ce que le communisme pourrait jamais arriver en Suisse? C'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. Il y avait aussi une autre joke que j'aime bien, puis ça, on va revenir au sujet. C'était c'est quoi la température en URSS? 32 degrés ou de force. Ah, ouais. Il était Là, excellent. c'est une joke de papa solide, celle-là. Ben oui, mais c'est parce qu'il est sorti en rafale, fait que t'avais pas le temps de t'épuiser. T'avais pas le temps de prendre ton souffle. Fait que, tu sais, il est là. Mais tu sais, il y a quand même de quoi d'intéressant, parce que quand tu regardes la Chine, clairement, la Chine d'aujourd'hui, sa force vient du nombre, le nombre de gens. L'URSS, il y a un certain nombre, c'est un grand pays, mais c'est pas nécessairement la force du nombre qui fait leur puissance ou leur puissance perçue. Je pense que c'est un peu le point de ton podcast aussi. C'est probablement la concentration des ressources dans des domaines très, très, très précis. Je veux dire, je pense que si tu concentres tes ressources dans les mathématiques, dans la physique, dans la recherche de l'arme atomique, dans la recherche spatiale, dans quelques domaines, tu peux définitivement exceller. Au hockey, par exemple, l'équipe de l'Armée rouge compétitionnait les États-Unis, le Canada, on se rappelle de la série du siècle, ainsi de suite. Tu peux concentrer tes ressources puis avoir l'air performant. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que, ouais, c'est sûr qu'une Lada, hein, c'est poche un peu. Puis tu regardes leur capacité à nourrir leur peuple, c'était tranquille aussi. Là. Les champs de patates, là, la performance était moyenne un peu. Là. Fait que, tu sais, on le vit même à plus petite échelle un peu avec Cuba. Tu dis, ils n'ont pas de succès dans grand-chose, mais ils ont des médecins. Effectivement, mais on pourra revenir là-dessus peut-être dans le Patreon. Là. Les pays avec des économies planifiées cherchent toujours un ou deux domaines dans lesquels ils surproduisent des ressources et pour montrer des choses au reste du monde, mais ça vient avec des coûts importants sur d'autres dimensions de performance sociale, si tu veux. Fait que, est-ce que c'était pas mal ça qui expliquait le certain succès des Russes, autrement dit? Exactement. Fait que, si tu mets toutes les ressources dans un problème, tu vas régler ce problème-là, mais tu vas en créer un paquet d'autres. Fait que, c'était à peu près ça. Mais à l'époque, fait que, on a l'espèce de template. Il y a une peur très forte du communisme qui est comme de l'intérieur et de l'extérieur, il y a des menaces. Mais il y a aussi, dans cet argument-là, une sorte, à l'époque, d'une tendance qui commence à émerger. Puis il y a un livre à gauche ici, East minus West equals zero, qui était écrit par une personne très connue à l'époque, qui est oubliée maintenant, mais il faisait l'argument, en fait, que la Russie n'a jamais fait d'innovation. Okay? Est-ce que c'est vrai? Non. Mais le point, c'est la popularité de son livre. La Russie n'a jamais fait d'innovation. Tous ces progrès viennent de transferts technologiques qui viennent de l'Occident. Donc, elle est aux dépens de l'Occident. Et une des choses qui faisait que ce livre-là avait du sens, c'était que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, un des pays qui a reçu énormément d'aide des États-Unis sous un programme qui s'appelait Lend-Lease, c'est-à-dire que l'équipement militaire américain était prêté, whatever, à d'autres nations. Comme Prêter un missile, c'est toujours gagnant. On te le ramène en bon état après. Ben, écoute, on te prête un bateau. Là. Fait que, genre, par exemple, les Britanniques ont reçu 50 destroyers très vite au début de la guerre de la part des États-Unis. Mais tu sais, si le bateau il est coulé, tu ne le retournes pas. Hein? Ça devrait être tough. Je ne suis pas un expert, mais il y a bien des détails, mais ça fitait dans l'imaginaire populaire parce que Lend-Lease était très popularisé par l'administration américaine comme étant les États-Unis, c'est l'armurier du monde. Notre puissance industrielle fait en sorte qu'on peut aider d'autres nations à se défendre. Regardez, grâce à nous, la Grande-Bretagne et l'URSS ont réussi à se défendre de la plus grande menace qu'ils ont jamais connue. Ah ouais, on a pogné le destroyer, on a enlevé le café, on a mis du thé et on lui a prêté. Exactement. Mais donc, dans la tête des gens, cet argument-là avait une certaine résonance. Et ça pouvait facilement expliquer l'idée qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à nos technologies pour pas que les Russes puissent les avoir.
Le monde libre doit avoir les technologies américaines. Le monde soviétique doit avoir les technologies ladasiennes. Exactement. Fait que là, ce qui se passe, c'est que tu as une sorte d'entente qui émerge, une entente multilatérale qui s'appelle COCOM, qui dit les pays occidentaux et une liste de produits ne pourront pas faire d'échange des items sur la liste des produits vers les pays qui sont en rouge. Puis comme tu vois, c'est beaucoup de pays. Fait que, on parle Vietnam, Chine, Mongolie, la Russie, bien sûr, tous les pays du bloc de l'URSS. Donc, la Russie. Quand tu vois la carte de cette façon-là, c'est là que tu vois que c'était quand même localisé, le communisme. Là. Les Cuba de ce monde, c'était des exceptions quand même. Là. Ouais, ben Cuba est en rouge, c'est juste la résolution de la carte que j'ai trouvée. Ouais, elle est poche, là. Elle est poche. Ça reste que tu vois quand même que c'est l'Eurasie là, qui a été contaminée par le communisme énormément. Ben, faut pas oublier qu'il y a plusieurs pays africains qui ont eu des, par exemple, l'Éthiopie qui a eu Mengistu. Fait que tu en as quelques-uns. Tu as eu l'Angola qui a eu un moment un peu étrange dans lequel, by the way, quelque chose que les gens ne savent pas. J'avais toujours trouvé ça drôle, par exemple, quand Amir Kadir avait dit Cuba, c'est un régime pacifique. Cuba avait envoyé genre 50 000 soldats par année se battre en Angola pendant les années 70-80 dans une guerre civile là-bas qui a tué tellement de monde. Fait que, tu sais. Par pur idéologisme. Là. Ah, par pure tentative d'exporter la révolution, mais de projeter le pouvoir cubain. Et boy, ça a marché. Hein? Ça, écoute, on l'a oublié pour une raison. Les touristes québécois, ces temps-ci, comment ils trouvent le pouvoir cubain? Hein? Ah, écoute. Ça a l'air d'être scandaleux. Hey, Ben, la tourista, puis il n'y a pas de bouffe, puis là, c'est pas en bon état, puis ben, Chris, c'est Cuba, man, c'est communiste. Ben écoute, dans le Patreon, on peut parler un peu de Cuba dans le Patreon parce que, comme je dis souvent, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à travailler beaucoup sur Cuba il y a quelques années. Puis j'ai vraiment une pile d'étudiants qui veulent travailler avec moi quand ils arrivent à Vincennes. Puis les étudiants cubains viennent vers moi à cause de mes recherches. Puis je suis comme. Il y a comme 4 étudiants cubains dans le département, puis je les ai tous comme étudiants que je supervise. Fait que je suis comme, oh, I get the Cubans. I'll take the Cubans, you take the rest. Tant qu'ils font des sandwichs cubains de temps en temps, c'est-tu bon, ça? Ah, c'est crissement bon. Mais c'est le fun de travailler avec eux parce que les 4 que j'ai sont absolument motivés. C'est pas des communistes, hein? Ben, c'est sûr que mes jokes sur le communisme fonctionnent très bien avec eux. Okay? Quand je fais des jokes sur le communisme, ils trouvent ça drôle en calice. Mais il y en a un qui est très libertarien, les autres, c'est des centristes. Mais tu sais, ils ont juste tous très clairement une aversion au socialisme. Okay? Disons-le comme ça, mais les autres, les trois d'entre eux sont pas mal middle of the road. Fait que c'est pas un truc idéologique, mais il y a clairement, pour une raison que j'ignore, une aversion au socialisme. Ben écoute, t'as un minimum de calories à avoir dans une journée, là, je veux dire, à un moment donné. Ben écoute, je t'avais déjà montré le meme, puis après ça, on reviendra au sujet, puis là, parce que tu me fais rire en parlant de ça. Mais je fais souvent des arguments contre le marxisme, mais en réalité, le meilleur argument contre le marxisme que j'ai jamais eu, c'est que j'aime plus manger que j'haïs les gens riches. It's the best argument. il est d'une simplicité. La journée que tu vois une vache communiste, tu te dis, ouais, il n'y a pas grand viande après ça. Hein? Ouais, ben en fait, je sais pas si c'est ta voix, là. Je pense qu'elle a déjà été mangée, puis il n'y a personne qui va en faire une autre. Mais anyways, fait le but de COCOM, c'est d'éviter les échanges avec ces pays-là qui sont en rouge pour éviter le transfert de technologie. Et ben là, ça permet, tu sais, comme économiste, comment est-ce qu'on regarde cette entente-là contre le bloc communiste. Puis Albrecht puis moi, on dit, ben il y a 3 manières de regarder qu'est-ce qui se passe sur le transfert technologique. Fait que les gens, tu sais, ici, on pense aux technologies, mais les économistes, quand on parle de technologie, c'est un petit peu plus complexe que genre une nouvelle manière c'est-à-dire genre une nouvelle machine. C'est sûr, on n'est pas dans les microchips en 1945. Là. Fait que là, on parle de quoi? On parle d'uranium, mettons? Non, en fait, quand on parle de technologie comme économiste, on parle tu peux avoir des nouvelles technologies en soi qui remplacent des anciennes, mais des fois, tu peux avoir des nouvelles technologies qui complémentent des nouvelles, puis ça permet d'avoir
une variété. Puis là, c'est le terme en anglais qu'on utilise, c'est varieties of inputs. C'est-à-dire que là, tu peux utiliser plein de choses. Avant, disons que tu veux faire un sandwich, ben, tu peux juste avoir du pain et de la viande. Mais maintenant, si tu as plus de variété, tu peux faire un sandwich vegan. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça. Tu pourrais faire un sandwich avec un wrap de laitue autour. Puis plus tu as de variété d'intrants, plus tu peux faire des produits diversifiés. Donc, tu as comme des gains de productivité si tu peux mélanger des techniques ensemble plus facilement. Fait que ça, c'est la nouvelle chose. C'est que même si tu n'as pas des grandes innovations technologiques, c'est que si tu as plus de variété, tu peux faire des innovations. Le terme souvent utilisé, c'est de l'innovation horizontale. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de créer des nouvelles choses. Tu n'es pas en train de créer une nouvelle technologie qui en remplace d'autres. C'est que tu es en train de mélanger des nouvelles choses. Ben, c'est parce que si t'es au McDo, t'as du pain, des boulettes, du fromage, tu peux pas mal faire des hamburgers et des cheeseburgers. Mais la journée que tu rentres du bacon, ben là, tu viens de créer 3 nouveaux sandwichs. Exactement. Le Baconator étant bien sûr le meilleur. En fait, quoi que je Baconator, maintiens. c'est pas Wendy's, ça? Oui, mais j'ai découvert en fait un sandwich ici aux États-Unis qu'il faut que j'essaye. C'est un chicken fried avec du bacon puis du chicken fried entre les deux. Fait qu'il y a pas de pain. Fait que je me suis dit, une fois dans ma vie, il faut que C'est j'essaye le ça. double-double de KFC, ça, je pense. Je pense que c'est PFK, oui. Fait que dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut que ça soit sur ma J'ai liste. déjà mangé. Ben, écoute, les Américains C'est sont pas bons. tant bon. Écoute, C'est comme trop, genre. mais c'est une question de faire un bucket list, OK? Il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je fasse. Je voulais manger... Là, sur Wendy's, qui était un grilled cheese, une boulette et un grilled cheese. Après Bon, coup, j'ai dit, c'était un peu cave, pareil. Là. écoute, tu sais jamais si tu vas avoir du fun. Mais moi, dans ma liste, il y avait par exemple manger de l'alligator. Donc, j'ai réussi à avoir de l'alligator une fois dans ma vie. C'est bon, mais c'est du poulet. OK? OK. C'est Tout goûte de poulet. c'est un poulet qui peut t'attaquer fondamentalement. Moi, c'est comme ça que j'étais là, je goûtais ça, j'étais là, taste like fucking chicken. Écoute, ils font deep fried anyways. Quand tu fais frire de quoi, il n'y a plus vraiment de différence. Mais anyways, fait que là, ça, c'est la première chose. Mais la nouvelle chose que tu peux avoir, c'est que là, tu peux avoir des nouveaux intrants, tu peux avoir des nouvelles techniques. Fait que là, c'est de l'innovation. Et finalement, la dernière chose, c'est que les travailleurs investissent dans leur capital humain, dans leurs connaissances, pour qu'eux soient plus productifs avec la machine. Fait que la machine, si tu ne sais pas t'en servir, ben, elle n'est pas particulièrement productive. Mais si le travailleur apprend comment mieux s'en servir, ben, il augmente sa productivité à lui et celle de la machine. Fait qu'il y a un capital qui est complémentaire. Le point qu'on fait, c'est que dans les pays communistes, ce qui se passe, c'est que si tu empêches le commerce de technologie... Meilleur exemple de ce que tu viens de dire, excuse-moi si je t'interromps, là, j'aurais dû le dire avant, mais les Vénézuéliens qui ramassent les raffineries pétrolières américaines après les avoir comme nationalisées / expropriées, puis qui passent de 3 millions de barils par jour à 1 million de barils par jour, ben c'est ça. Ça sert à rien de saisir la technologie si tu ne sais pas s'en servir. Exactement, tu vas voir, c'est exactement la réponse vers laquelle on est en train de construire les ingrédients. Là, l'exemple est parfait, puis je pense que je vais le réutiliser dans 5 minutes. Puis nous, ce qu'on dit, écoute, pour revenir, puis c'est ces 3 points-là, c'est que si tu les regardes, c'est la bonne manière de penser à qu'est-ce que l'accord peut faire. La première, c'est que si tu interdis le commerce, tu forces les firmes dans les pays soviétiques, puis je dis les firmes avec les gros air quotes, parce que on parle de société d'État, mais tu les forces à avoir des méthodes de production plus rigides. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment mélanger des intrants facilement. C'est-à-dire que tu dis, ben, on utilise un boyau avec un mètre, un washer avec 1 mètre de rubber, puis ça fait une hose. Puis c'est ça, on ne peut pas innover, on ne peut pas le faire différemment, on ne peut pas changer les techniques de production. On a une méthode de production qui est très rigide. Puis tu ne les changes pas, ces intrants-là. Fait que tu fais tout le temps la même chose. Et donc, les travailleurs, ce qui va se passer, ils vont avoir du capital humain qui est obsolète parce que les techniques sont obsolètes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bien, regarde, en fait, ça explique, si tu regardes ça comme ça explique très bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est. Fait que quand tu regardes l'Europe de l'Est, et puis c'est là qu'on va dire, je vais te dire, j'arrive au TLDR, là, c'est que l'Europe de l'Est a une croissance de productivité qui s'appelle la productivité multifactorielle, qui est aussi vite que celle des pays de l'Ouest.
Mais la productivité manufacturielle, ce que ça veut dire, c'est à quel point tu produis bien étant donné tes techniques de production. C'est-à-dire que si tu pourrais utiliser une fourche pour faire un champ, puis tu l'utilises parfaitement bien, ta fourche, tu vas être aussi productif par unité de capital que le gars qui a une moissonneuse-batteuse. Si lui, il l'utilise parfaitement, puis toi, tu utilises ta fourche parfaitement, vous êtes tous les deux, par unité de capital, aussi efficaces l'un que l'autre. C'est juste que l'autre, son capital, il est calissement meilleur. Fait que ce qu'on dit, en fait, c'est que ça explique bien les choses. Et dans les pays du bloc soviétique, ce que tu avais, c'est qu'ils étaient très bons pour utiliser les techniques qu'ils avaient déjà, mais ils n'étaient pas capables d'en développer des nouvelles. Fait que si tu prends, je vais te prendre une image. L'innovation était tranquille. Ben, je vais te prendre une image pour montrer. Ça, c'est 2 usines de fabrication d'auto. En même temps, là, dans les mêmes années. À la même année. Fait que ça, c'est une chose que j'ai cherché. Dans le chapitre de livre, on n'avait pas réussi à avoir les droits pour une image qu'on voulait. Puis Outbreak a pris une autre image. Puis j'y ai pas pensé avant de monter les slides aujourd'hui qu'on aurait dû trouver une image qui était exactement de la même année. Mais ici, c'est la même année. OK? Fait qu'on doit, dans les années 80, avoir les bras robotiques du côté américain. Là. Exactement. Fait qu'en haut à gauche, il y a une image d'une usine en Allemagne de l'Est qui fait des autos. Et c'est une auto qui est faite en 1987. OK? C'est quand même pas pire. Tu l'as collé, en fait. En fait, juste avec la qualité de l'image de celle américaine, tu peux te dater un peu. Ben, je suis capable de dater avec l'image américaine. Avec l'image allemande, ça aurait pu être aussi bien de 1910 à aujourd'hui. Là. Ben, pas 1900, on va pas exagérer, là. Mais ben en fait, t'es pas loin. Là. Mais c'est la même méthode de production. Si je prenais une photo de celle-là, de l'usine allemande en 1970, j'aurais vu la même chose. Exact. J'aurais pu en prendre une de 1950, la même chose. Puis pour ceux qui sont à l'audio, c'est pas facile à voir, mais regardez le nombre de personnes qu'il y a par auto. Il y a une auto sur une chaîne d'assemblage et il y a énormément de pièces de matériel humain qui est utilisé. OK? Fait que tu as 3 personnes qui travaillent dessus. Fait que 3 travailleurs par auto, puis pour simplifier, on va dire que l'auto est aussi bonne que l'auto américaine. OK? Puis ici, on parle d'une Ça, c'est généreux. Là. C'est très généreux. Tu regardes l'image des États-Unis, tu vois qu'il y a des robots hyper sophistiqués qui sont en train de faire. Ça, c'est une usine à Chicago de Ford. En 87. Tu as un travailleur qui est dans son break, dans le fond. Puis t'en as un. Lui, il coûte un bras et une jambe avec son fonds de pension puis son fonds de santé. Là. Exactement. Mais tu as 3 autos dans la ligne d'assemblage et tu as juste 2 personnes qui sont visibles ici. Puis tu vois à quelle proportion de productivité. Tu peux voir le gap de productivité ici entre les deux. C'est juste que le gars là-bas, qui est dans le bloc soviétique, qui sait comment se servir. Il est super efficace avec tout ce qu'il fait. Mais il utilise des méthodes de marde. Contrairement à le bloc capitaliste, mettons, pour simplifier. Lui, il est tout aussi efficace par unité de capital qu'il utilise, mais le capital qu'il utilise est tellement plus productif à cause que la qualité est supérieure, il est plus spécialisé. Les travailleurs aussi savent se servir de ces équipements-là. Fait que, tu sais, tu pouvais sortir... Ouais, c'est ça. Prends le travailleur allemand, amène-les dans la shop à Chicago. Il n'y a aucune idée quoi faire. Là. Exactement. Il y a beaucoup plus de capital humain, donc d'apprentissage dans le travailleur dans la shop de Chicago que pour le gars qui aussi fabrique une auto dans une shop allemande. Fait que, tu sais, ça devrait te donner une idée de où est-ce qu'on est en train de s'en aller. C'est que le bloc soviétique était super bon à faire le mieux qu'il pouvait avec des techniques qu'ils avaient, mais ils étaient vraiment pas bons pour faire de la croissance, puis développer des nouvelles techniques, puis faire des nouvelles variétés d'intrants, de changer les méthodes de production pour s'améliorer. Fait que tu avais une économie qui était fondamentalement stagnante. Fait que quand tu regardes maintenant le gap entre les autres, entre l'Est et l'Ouest, il y a eu de l'espionnage industriel. Fait que là, ici, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu te poses la question, OK, d'accord, on a une idée maintenant de comment on pense à ça économiquement. Si les Soviétiques faisaient de l'espionnage, est-ce qu'ils peuvent fermer l'écart? Bon, on trouve que la place qui a fait le plus d'espionnage, c'était l'Allemagne de l'Est. On en a parlé un peu dans le dernier épisode parce que la Stasi avait beaucoup de gens qui ont été des procureurs d'information. Manière gentille de dire ça. Mais ils ont eu des gros gains de productivité. En fait, la productivité était 13% plus élevée. Mais
l'Allemagne de l'Est était 17% ou plus aussi productive que l'Allemagne de l'Ouest. Fait que 13% de 17%, ça veut dire que sans ça, ils auraient été 15% aussi productifs. Ouh! Big whoop-de-doo fucking deal. Fait que ça compte pas pour beaucoup. Puis là, c'est là que ça vient que je vais vous donner le punchline. C'est que tu peux pas... COCOM ou des ententes de blocage technologique ont vraiment juste de l'effet si l'autre économie est tellement rigide qu'elle n'est pas capable elle-même de générer de l'innovation. Parce que ça vient de Ludwig von Mises, puis un autre gars qui s'appelle Warren Nutter. Ils disent, c'est facile de copier une technologie. En fait, c'est super facile de regarder un textbook d'une autre nation puis de dire, regarde, c'est ça la technologie qu'ils ont. OK, fine. Mais la connaissance technique, c'est pas la même chose que la connaissance économique. C'est tout à fait techniquement possible de construire des voies ferrées avec du titanium. C'est juste, c'est fucking pas rentable. Mais la connaissance économique, c'est ce que les prix vont communiquer. Dans une économie planifiée, il n'y en a pas de prix. Il n'y en a pas d'information économique sur la connaissance économique. Fait que tu ne sais pas comment convertir du savoir-faire technique en valeur économique. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces techniques-là pouvaient rentrer, mais même s'il y avait eu énormément de capital qui avait passé de l'Est à l'Ouest, ils auraient quand même eu une obsolescence technologique à cause du fait que dans une économie socialiste, tu ne peux pas copier des technologies. Tu ne sais pas comment les adopter. Tu ne sais pas comment les adopter de manière profitable, qui utilisent mieux les ressources que d'autres. Tu n'as pas de signaux de prix qui sont utilisés. Fait que même si tu deviens meilleur avec les vieux trucs, ben tu peux pas faire vraiment, tu peux pas trouver les nouvelles choses. Fait que le point, puis on a une ligne dans le chapitre que j'aime beaucoup, c'est que les pays communistes sont très bons à réussir à faire le mieux possible avec ce qu'ils avaient déjà quand le socialisme est arrivé. Mais ils sont rien capables de faire de neuf. Parce Je vais qu'il y a... essayer, je vais essayer d'illustrer tout ce que tu as dit, OK? Le modèle le plus produit, puis c'est probablement l'image que tu as en Allemagne de l'Est du véhicule automobile, là, c'est la Trabant. Oui, mais ça, c'est la Trabant. C'est la Trabant, OK? Ça, c'est le modèle le plus produit ever. Le deuxième modèle, c'est la Wartburg, OK? Ils auraient produit, l'Allemagne de l'Est, entre 1957 et 1991, 3 millions d'exemplaires de Trabant. OK? Le deuxième modèle, la Wartburg, 1,6 million. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je vais juste prendre une compagnie, GM, puis je vais essayer d'estimer, genre, ils ont produit combien de véhicules automobiles de leur côté. Quand même dur, là, parce que les chiffres sont pas exacts, tout ça. J'ai demandé à GPT, fait que, prenez pas ça pour du cash, ce que je vous dis là. Mais GM était le producteur mondial pendant cette période-là, de 1957 à 1991. Il détenait à peu près 35 à 50 du marché américain. Ben, l'estimation finale de GPT, là, pour la quantité de véhicules produits uniquement par GM de 57 à 91, on est entre 250 et 300 millions de véhicules automobiles. Ça devrait tout te dire. Ça devrait tout te dire sur... Malade, là. Même si tu ramènes ça à l'échelle de la population, l'Allemagne de l'Est, c'est quand même 16 millions de personnes. Fait que, mettons que la Trabant était juste en Allemagne de l'Est. Les États-Unis, mettons, à cette période-là, on parle de peut-être 150 à 250 millions. All scales equal, it still works in the US's favor. C'est juste même démentiel. Puis tu sais, je pense même pas que GM a un modèle de véhicule qui ont été capables de produire de manière constante de 57 à 91. Ils ont tellement d'innovation. Exactement. Ils finissent par remplacer les modèles tout le temps. Tu sais, il y a peut-être un modèle, un nom de modèle qui a perduré dans le temps, mais le modèle changeait. Tandis que la Trabant en 57 puis la Trabant en 91, elle devait être un peu différente, mais pas tant que ça. C'était marginal. Mais écoute, tu vois ici, en fait, tout le point que... Puis dans ton exemple, c'est parfait comme exemple parce que l'analogie qu'il faut faire, c'est que COCOM a fonctionné parce que l'URSS était un bloc communiste. Parce que les nouvelles technologies, même si elles existaient puis qu'il y avait de la copie, la capacité d'une économie non libre d'adopter des technologies, parce qu'il faut faire la différence entre
une nouvelle technologie et adopter une nouvelle technologie, ben, savoir laquelle adopter, quelle manière de produire, ça nécessite un système de prix et de profit avec des entrepreneurs qui peuvent saisir les profits de leur innovation. Si tu n'as pas ça, tu n'en auras pas d'innovation. Fait que le point, c'est qu'en fait, tu vois, malgré l'efficacité technique qui existait pour les communistes dans chaque technologie qu'ils avaient, leur technologie était tellement obsolète parce qu'ils n'avaient aucune incitation à développer des nouvelles choses. Et donc, COCOM a fonctionné pour complémenter la nature inhérente du socialisme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben écoute, naturellement, it's gonna suck, because it's socialism. Mais c'est malade ce que je vais te montrer là. Faut que je te montre ça. Ouais, vas-y. Ça, c'est le modèle. Je vais vite, là. C'est peut-être pas tout à fait. Ça, c'est le modèle 1.1 de la Trabant. Donc, c'est le modèle qui est vendu en 1991. Le 1.1. OK? Je vais arrêter de le partager. Je vais maintenant te montrer le modèle de 1957, qui est le modèle P50. OK, ils ont changé le modèle. Where's the difference? Il y en a, visuellement, il n'y en a pas. Mais par contre, prends une auto des années 50 aux États-Unis, puis prends une Cadillac Coupe de Ville 1987 aux États-Unis. C'est pas la même chose. Voiture des années 50 aux États-Unis, c'est des longues voitures avec un long, tu sais, avant. Fait que, si tu regardes Parce que les Cadillac, 1957 Cadillac, mettons. Ouais, ben en fait, je sais pas si la Cadillac existait. Oui, c'est vraiment, là, c'est Ghostbuster, là. T'sais, moi, ça fait le char que j'ai dans ma tête. Ceux qui ont écouté le Godfather. Ah, c'est gigantesque. C'est exactement ça que je pensais. Moi, je pensais à la scène, l'auto que, voyons, fin des années 40 sont un petit peu plus rondes. Mais quand Sonny se fait tuer au poste de péage à la fin en fait, à la fin de la première vidéocassette, parce que je me rappelle du point de référence, parce que dans le temps, je l'avais écouté en vidéocassette, mais à peu près le milieu du film, quand Sonny se fait tuer par l'autre famille, ben, il y a l'espèce d'auto très ronde, puis elle est longue, puis tu vois qu'il y a une tonne de métal dedans. Compare ça avec une Cadillac Coupe de Ville 87 aux États-Unis. Tu vois que l'auto est clairement plus sophistiquée, il y a beaucoup plus de trucs à l'intérieur, mais tu vois qu'elle a une certaine habilité à aller plus vite, elle est probablement plus légère. Tu vois que probablement que si tu as un petit accident. Matériaux moins dispendieux. Matériaux moins dispendieux. Tu vois que tu le vois, le progrès industriel dans les deux autos. Tu le vois pas avec la Trabant. Mais écoute, malade, là. Ben, le point ici, c'est que des embargos ou des guerres économiques fonctionnent vraiment très bien quand c'est une économie capitaliste qui le fait contre une économie socialiste. Parce que l'économie socialiste se fait déjà mal à elle-même. Ouais. Fait que c'est comme si tu disais, je sais pas, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un qui décide de faire du crack, du LSD puis du meth en même temps, puis tu lui disais, tiens, voilà une bouteille d'alcool. Ça fera pas énormément de dommages, mais tu l'aides pas. Fait que, tu sais, c'est peut-être la meilleure analogie que j'ai pour décrire l'efficacité des guerres économiques contre des régimes à économie planifiée. Puis, je peux te montrer qu'en fait, ça fonctionne très bien pour expliquer d'autres affaires. Fait que, il y a deux grands autres types de guerres économiques qu'il y a eu, puis je vais prendre deux exemples ici qui sont presque parfaitement copiés. Il y a juste une différence dans l'économie. C'est le blocus napoléonien contre la Grande-Bretagne, et après ça, le blocus du sud des États-Unis par le nord des États-Unis pendant la guerre civile. Fait que, petite histoire courte, Napoléon, après avoir perdu une grosse bataille en mer parce que la flotte française, étant typiquement française, n'est pas capable de combattre la marine britannique. Et ça, c'est un point d'honneur qui me permet toujours de répéter que nous avons été libérés des Français et non pas conquis par les Anglais. Pour tous ceux qui sont nationalistes out there, I genuinely believe this. So, s'ils avaient un problème. Mais... Donc, moi, le fait que le Québec soit sous une constitution de type britannique versus République française, ça fait mon affaire aussi, by the way. Je peux pas dire qu'on a choisi la mauvaise des deux clans. Écoute, je faisais un talk la semaine passée, puis j'ai fait un slip-up, puis je pense que c'était un slip-up freudien. J'ai dit, well, France is an underdeveloping country.
Puis là, j'ai réalisé qu'est-ce que ça voulait dire, ce que je venais de dire. Je voulais dire. Pas underdeveloped, mais Non, développing. Underdeveloping pour décrire la tendance des choses en France. On est un pays en voie de sous-développement. Je l'avais trouvé. Mon collègue est parti à rire. Il dit: T'as tellement tout dit ce qui se passe dans le fond de ta tête avec Steph Slip-Up-là. Puis j'ai dit: En fait, je pense que je vais l'adopter consciemment maintenant. Mais donc, tu as un blocus qui est fait, et dans le blocus, tu as énormément de restrictions qui sont bien sûr mises sur les habiletés des Français de faire commerce avec, bien sûr, la Grande-Bretagne, oui, et toutes les autres nations qui font commerce avec la Grande-Bretagne, et c'est très disruptif. Et tu as un livre qui a été sous-estimé de Bertrand de Jouvenel qui s'appelle Napoléon et l'économie dirigée. Mais un peu plus tard, tu as un gars, Mansur Olsen, un des pionniers de Public Choice. Il regarde toutes les histoires de pénurie pendant les guerres et il commence avec le blocus napoléonien. Il dit, tu sais, l'Angleterre a réussi très bien à gérer la guerre économique que Napoléon faisait, pas parce qu'elle avait une bonne flotte, pas parce qu'elle était particulièrement efficace militairement pour protéger son commerce. Oui, elle l'était, mais la réalité, c'est que l'économie anglaise avait donné beaucoup plus de flexibilité institutionnelle, peu de contrôle de prix, c'était ouvert. En fait, pendant la guerre, ils ont assoupli plein de tarifs. Donc, ils ont réduit des tarifs qui existaient avant pour faciliter l'importation donc de plusieurs produits. Ils ont raffermé les droits de propriété pour ce qu'on appelle les enclosures, donc la capacité de convertir des terrains ouverts en terrains privés. De telle sorte que tu avais des incitations à développer l'agriculture sans qu'il y ait de la tragédie des communs, si tu veux. Et il dit, en fait, la raison que l'économie britannique n'a pas tant souffert du blocus napoléonien, c'est parce que c'était une économie qui était très ouverte et qui était très flexible dans la capacité de s'adapter. Et il dit, c'est pour ça qu'elle a très bien résisté le choc. Et là, fast forward à peu près 70 ans, sud des États-Unis, tu as la guerre civile, le Sud décide de quitter le nord des États-Unis parce que le nord dit ben, peut-être qu'il n'y aura pas plus d'esclaves, donc les États qui sont esclaves restent esclaves, mais les nouveaux États seront tous des États libres. Puis là, apparemment, ça, c'était suffisant pour créer la sécession. Fait que, tu sais, les gens, by the way, s'il y a des gens out there qui pensent que la guerre civile, c'était pour autre chose que l'esclavage des hosties de caf. Ça existe aux États-Unis, mais s'il y a des gens qui sont pollués par cette pensée-là, please, this is the dumbest thing in the history of the universe. C'est dur à expliquer tout le comment ça comptait, mais il y a zéro chance que le Sud a quitté pour autre raison que la préservation de l'esclavage. Mais le Nord... c'est démocrate. Ben, c'est plus compliqué que ça. Je veux pas... mais... Cette affaire-là, je l'aime pas, ce talking point. Non, mais c'est parce que le point, c'est que ce reversing-là, démocrate-républicain, qui s'est passé aux États-Unis, les gens sont pas au courant que ça existe. Ouais, mais... On pourrait faire un épisode complet sur le sectionnalisme aux États-Unis. Tu as deux divisions aux États-Unis, un peu de la même manière que tu en as deux au Québec. Tu as gauche-droite au Québec, puis souverainiste, séparatiste. Puis aux États-Unis, c'est région versus gauche-droite. Ouais, je comprends. Ils ont le même problème. Puis tu sais, vivant aux États-Unis maintenant et ayant une certaine opinion de la Californie, j'ai commencé à apprécier la nature de la division régionale et que je suis moi-même un peu subtilement en train de prendre parti pour une région plutôt qu'une autre. Fait que, tu sais, quand la Californie se plaint, j'ai comme un petit instinct qui me dit yeah. It's self-inflicted. Tu sais, je veux dire... mais je sais que c'est irrationnel, mais ça fait partie du paysage un peu des États-Unis. Mais le Nord, quand la guerre civile commence, fait un blocus du Sud. Donc, ils imposent, ils utilisent la marine de Une question de l'Union. monnaie aussi. Hein. Je pense qu'on se met à utiliser une monnaie différente dans le sud du pays. Ça joue un rôle, mais en fait, ce qui va vraiment être cool ici, c'est que ça va montrer l'inverse complet du cas anglais. Que dans le cas anglais, ils ont réussi de faire en sorte que le blocus n'était pas particulièrement problématique parce qu'ils avaient une économie très libre. Mais le sud des États-Unis, ça ne devrait pas tant vous surprendre que ça quand la moitié de votre économie s'est basée sur un truc coercitif comme l'esclavage, que l'idée de libre-échange, puis de libre commerce, puis de commerce sans règles. C'était pas si développé que ça encore. C'était pas si populaire que ça comme idée. Fait que, la Floride, dans le temps, c'est pas la Floride d'aujourd'hui.
Ouais, ben tu sais, le libéralisme, où il y a de l'esclavage, ça pogne pas fort fort. Je dis ça de même. I'm no fucking expert. Mais donc, ils font le blocage et tu as ce qu'on appelle à l'époque des blockade runners. Fait que t'as le blocus n'est pas particulièrement Mais tu vois efficace. comment que les nations changent pareil, de voir que le libéralisme est fort au Texas, en Floride aujourd'hui, des places comme ça, alors que c'était des places qui n'étaient pas si libres que ça dans le temps. Tu te dis, all is possible, even for Quebec. Ah, écoute, Non, peut-être pas finalement. don't give me hope. Mais le blocus n'est pas particulièrement efficace parce que un des effets des blocus, c'est qu'il augmente le prix de certaines choses et ça encourage certaines personnes qui aiment les risques d'amener des biens vers le pays, donc des contrebandiers. Et tu as ce qu'on appelle des blockade runners et ils sont très efficaces à éviter la marine nordique pour faire du commerce avec les États du Sud. Le problème, c'est que les États du Sud se disent, sais-tu quoi? On va se tirer dans le pied. Fait que, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle King Cotton. Ils disent, pour essayer de faire en sorte que des pays européens nous appuient, puis de miner le support dans le nord des États-Unis, on n'exportera aucun coton. Alors Ah, que, c'est une bonne idée, ça, pour ton économie quand même, d'arrêter d'exporter ta matière première. fait que, ben, tu peux voir où ça s'en va. Il y avait une logique diplomatique derrière, mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'en 2 ans, d'autres places, notamment l'Égypte, ont commencé à produire. L'Égypte, tabarnak. Ont commencé à produire du coton. Ça devrait tout te dire. So, at what point did this backfire? Tu sais, euh, ça s'est fait assez vite. Tu sais, je veux dire, ils ont eu vraiment. Ça a très mal viré. En fait, ils se sont privés des revenus d'exportation. Donc là, juste ça, mais c'était pas parce qu'ils ont dit on vous encourage à pas le faire. Parce qu'au-delà du militaire, c'est vraiment une victoire du Nord, principalement à cause de l'économie, éventuellement. Ben, le Nord avait la capacité de juste continuer d'envoyer des ressources contre le Sud, puis juste par attrition, le Sud avait un désavantage. C'est sûr qu'on exagère un peu la compétence militaire du Sud, là, puis on pourrait faire un épisode sur les statistiques militaires, puis je trouverais ça le fun, parce que c'est un de mes side shows que j'aime beaucoup. Là. Genre, Robert E. Lee n'était pas particulièrement bon en passant. Les gens aiment ça, penser qu'il était bon, mais quand on regarde les stats, il était fucking pas bon. Donc, dans le Sud, en fait, t'as un des articles que je mets dans le top, c'est The Confederate Blockade of the South. C'est-à-dire que c'était un self-inflicted. Oui, c'est ça, ils sont se bloqués eux-mêmes. Exactement. Donc, ils se sont fait énormément mal à eux-mêmes avec leur propre politique, King Cotton. Mais ils ont aussi, après ça, se sont dit on va réglementer les blockade runners. On va dire que les gens qui font du blockade runner doivent avoir une licence de la part du gouvernement. Puis s'ils le font, ils doivent produire le service comme ça, puis ils doivent amener certains biens. Puis après ça, ils se sont mis à faire un paquet de réglementations. Fait que là, tu as un paquet d'exemples que je donne de livres qui ont traité du sujet. Mais le point qu'ils font, c'est qu'ils parlent même, à l'époque, de la première instance de war socialism, où est-ce que l'État a tellement essayé de se participer à l'activité économique, de la réglementer, de la régimenter, qu'en fait, elle a elle-même détruit la capacité du Sud à faire combat contre le Nord. Fait qu'en plus du désavantage technologique, tu as eu le fait que le Sud a dit, ben écoute, j'apprécie ton blocus de nous, on va t'aider. Je pense que ça illustre bien ces deux exemples-là, le point que l'URSS aussi donne pour montrer que ça se généralise. Des tentatives de vouloir faire une sorte de guerre économique contre une autre nation en bloquant le transfert de technologie au minimum, mais aussi des trucs plus développés comme un blocus ou quelque chose comme ça. En fait, c'est la raison pourquoi le blocus, par exemple, des États-Unis ou l'embargo envers Cuba leur fait énormément mal, tandis que le blocus /embargo /sanction qu'on a fait avec la Russie, qui est comme une économie hybride, a été moins effectif, autrement dit. La Russie a eu la capacité de se revirer de bord puis de se trouver d'autres partenaires, ce que Cuba n'a jamais été capable de faire vraiment. Exactement. Fait en gros, c'est si les deux ensemble existent. Si tu as une économie qui est d'un côté très libre, qui fait une guerre économique par economic warfare, donc tout ce que j'ai décrit allant de juste des sanctions sur une nation qui est avec une économie planifiée,
ben, les sanctions vont avoir un effet beaucoup plus fort parce que c'est une économie planifiée. Puis plus elle est planifiée, plus les sanctions vont complémenter les effets pervers du système socialiste ou du système planifié. Fait que, ici, l'idée, c'est que tu peux avoir une sorte de dial entre les deux. C'est que si tu fais face à une guerre contre une économie qui est très, 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 très libre, mettons, puis d'ailleurs, on remarquera qu'il y a le concept de la paix capitaliste. Deux économies libres ne se font jamais la guerre. Fait que, tu sais, malgré les histoires... c'est ça, il y a un peu de planification d'un côté ou de l'autre s'il y a une guerre. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Donc, tu sais, écoute, d'ailleurs... c'est ça. C'est quand la dernière guerre entre deux pays libres? Là, tu as l'Ukraine-Russie, mais c'est deux autocraties. C'est pas deux grandes démocraties, on s'entend. La grande exception, c'est la Finlande, étrangement. La Finlande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était techniquement en guerre contre la Grande-Bretagne parce qu'elle s'était alignée avec l'Allemagne nazie pour l'invasion de l'URSS. Donc, c'est la grande exception. Et ici, on peut très bien comprendre un peu une nature de contexte. Tu as les Allemands d'un bord puis les Russes de l'autre. T'es les Finlandais. T'es fourré. Whatever, t'es fourré. If I'm the Finns, I'm not sure, like, it's, I don't like either of them. Fait que, tu sais... Ils se battaient en raquette, les maudits Finlandais, par exemple. T'es pas mauvais. Ils étaient très bons, en fait. Les prouesses militaires des Finlandais sont absolument exceptionnelles. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le cocktail Molotov. C'est peu connu parce que... J'ai écouté une vidéo là-dessus, effectivement. Donc, c'était un cadeau pour la camarade Molotov. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une certaine... Puis, en passant... Je vais t'attaquer des bouteilles de gin, mon ami. Ben, juste pour te faire rire, j'ai un de mes co-auteurs, Yari Eloranta, il est finlandais. Et Yari m'a montré à un moment donné les photos de sa graduation de doctorat. They're so badass que quand tu obtiens ton diplôme au doctorat en Finlande, tu portes ton uniforme de l'université et tu as une épée. OK. Tu reçois une épée. Tu peux voir, écoute, écrit Finnish PhD avec 2 N là, pour Finnish. PhD Ceremony, ils ont une épée. Et ils se promènent dans la cérémonie avec une épée. Puis j'étais là comme, well, shit. C'est assez impressionnant. Faut donner ça, je veux dire, pour un peuple de 8 ou 9 millions de personnes, I wouldn't fuck with them. Tu sais? I think there's something about them that says don't, fuck around and find out. Pas faux. Il a fait faux, vraiment. Là. Mais écoute, le point est que généralement, les économies capitalistes ne se font pas la guerre. Avec cette exception-là qui a été mentionnée, qui s'est produit. Juste ça, là. On s'entend-tu que c'est l'argument numéro 1 en faveur du capitalisme? Oui, mais ça devrait te dire dans aussi, quand tu prends, imagine que tu as deux, espèces de petits interrupteurs que tu peux tourner, là. Plus tu as une économie, plus tu fais une guerre économique sévère, bien sûr, plus tu vas faire des dommages. Mais la quantité de dommages que tu fais dépend à quel point l'autre a tourné la cloche vers socialisme. Fait que si genre, autrement dit, des sanctions économiques envers un pays capitaliste, tu es en train de perdre ton temps. Exactement. C'est exactement ça que je dis. Puis ça va probablement rarement se produire dans un cas comme ça entre deux économies capitalistes. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ça dit quelque chose un peu sur qu'est-ce qui permet de combattre des... Une parenthèse moderne. Donald Trump est théoriquement en train de faire une guerre commerciale avec tout le monde, avec les tarifs. Bon, on l'a dit, là, dans toutes les mesures disponibles dans une guerre commerciale, les tarifs, c'est pas les pires. Là. On n'est pas en train de faire des blocus. Pas des bots. Nous autres, on a un boycott américain, ces bouteilles de vin. On fait dur un peu, mais bon, c'est Québec. Là, c'est marginalement insignifiant. Mais, j'en reviens pas encore. Mais il y a une guerre économique qui se passe. Puis, tu sais, sincèrement, les effets bénéfiques de cette guerre économique-là pour les États-Unis, c'est tranquille à date. Là, je veux dire, il n'a pas été chercher vraiment de gains parce que cette guerre économique-là est envers tous les pays de la planète qui sont des économies développées. Oui, mais ça te dit aussi que probablement c'est la meilleure manière de permettre à la Chine de gagner. Parce que, dans le point que je fais... On affaiblit l'Occident au grand complet. Exactement, parce que le point ici qui est intéressant dans ce que je dis, c'est que tu peux augmenter ta capacité contre, disons, la Chine en tournant le clicker de guerre économique,
Mais tu peux aussi augmenter ta capacité de combattre la Chine en augmentant ta capacité d'avoir de la croissance économique, d'avoir de l'innovation. Fait que, tu sais, ça revient à quelque chose que j'ai eu à dire plusieurs fois à tout le monde, puis que les gens sont un si d'économistes de merde, puis bien sûr, il y a toujours, ça vient tout le temps de gens de gauche, ce commentaire-là. C'est quand je dis, ben, je connais aucune nation que sa sécurité nationale est diminuée parce qu'elle est plus riche. Ben, si tu as une croissance économique, si tu génères des institutions pour avoir de la croissance économique, tu augmentes ta résilience contre un adversaire, tu augmentes ta capacité de déterrer des attaques contre lui parce que tu lui dis, regarde, try your best. It's not gonna cost me much, you dipshit. Ouais, mais écoute, si mettons j'essaie de faire vraiment un contre-argument par rapport à tout ça, puis on va te clencher dans la partie de Patreon puis Taverne pour continuer, là, parce que le sujet est intéressant. Puis vu qu'on n'a pas complété le sujet, ben écoutez, là, maintenant, si tu veux finir ton sujet, ben paye, mon ami. T'es aux mains des capitalistes, cette là. Fait qu'on s'en va sa partie Patreon pour tout de suite après.